Nous allons vous raconter l'histoire de l'armistice du 11 novembre 1918. L'armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15 met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918. Prévu pour durer 36 jours, il est ensuite renouvelé. L'armistice reconnaît de facto la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne, mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre 4. Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch, dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne. La guerre entre les Alliés et le Reich est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. La fin des espoirs allemands. La Première Guerre mondiale avait officiellement débuté le 28 juillet 1914 par la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Signé le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, conduisant à la reddition de la Russie, permet à l'armée allemande de se concentrer sur le front de l'Ouest. Cependant, l'échec des offensives allemandes en juin et juillet 1918, ainsi que le renfort des alliés américains et britanniques retire à l'Allemagne tout espoir de victoire. Depuis août 1918, les forces allemandes reculent en bon ordre, mais avec de lourdes pertes, sur l'ensemble du front franco-belge. En septembre 1918, l'état-major allemand fait savoir à l'empereur que la guerre est perdue, mais ni Guillaume II, ni les chefs militaires ne veulent assumer la responsabilité de la défaite. À partir de septembre 1918, une série d'offensives de l'entente sur les fronts d'Orient et d'Italie entraîne la capitulation des alliés de l'Allemagne. Les armistices sur les fronts d'Orient créent une énorme brèche que l'Allemagne n'est pas en mesure de colmater. En même temps, sur le front belge, les franco-belges lancent une attaque vers Bruges et enfoncent le front allemand. L'agitation grandit dans les troupes allemandes et à l'arrière. Durant le mois d'octobre, les Allemands et le président américain Wilson échangent des notes dans lesquelles ce dernier est chargé, dans la lignée de ses 14 points proposés en janvier dans un discours retentissant, de prendre en main le rétablissement de la paix. Le 28 septembre 1918, Erich Ludendorff et Paul von Hindenburg sont au quartier général de l'armée allemande à Spa, en vue de discuter de la situation sur le front ouest. À 18 heures, ils décident d'organiser l'armistice. Le diplomate Paul von Hintz avertit le Kaiser Guillaume II, qui se trouve alors à Kiel. Le 29 septembre 1918, Paul von Hintz se rend à Spa. Guillaume II retourne à Berlin où il est rejoint par le chancelier Georg von Hertling démissionné le jour même. Le soir, Paul von Hintz retourne à Berlin avec le major von dem Busch, qui doit exposer la situation au Reichstag. Le 1er octobre 1918, Erich Ludendorff envoie un télégramme au cabinet impérial, envoyez immédiatement un traité de paix. La troupe tient pour le moment, mais la percée peut se produire d'un instant à l'autre. Le 3 octobre, Guillaume II nomme Max de Bade chancelier du Reich, sans parvenir à enrayer la défaite, de nombreux marins et soldats refusent d'aller au combat, en particulier à Kiel. Le 5 novembre 1918, à 6 heures du matin, Maurice Hacot, habitant d'Auchel et caporal affecté au centre radiotélégraphique de la Tour Eiffel reçoit un message morse émis de Spa en Belgique. Il s'agit de la demande d'armistice de l'état-major allemand. Il transmet le message au colonel Ferrier. Arrivée de la délégation allemande. Le 7 novembre 1918, Matthias Erzberger, représentant du gouvernement allemand, part de Spa pour négocier l'armistice. Il atteint et traverse la ligne de front à la Flamangerie, N, sur la route d'Audroy à la Capelle. C'est le caporal Pierre Sellier, originaire de Beaucourt, territoire de Belfort, qui, ce jour-là, fut le premier clairon à sonner le premier cessez-le-feu. Sous la responsabilité du commandant de Bourbon-Busset, les 6 voitures traversent la zone dévastée du nord de la France, s'arrêtent à Homblières pour se restaurer, puis vont vers la gare de Tergnier où les attend un train affrété qui les mène vers un lieu de rencontre jusque-là tenu secret, une futaie de la forêt de Compiègne. Le site abrite 2 petites voies ferrées parallèles, utilisées pour l'acheminement des pièces d'artillerie sur rail destinées aux tirs de longue portée sur les lignes allemandes et où ont été acheminés 2 trains. Le train du maréchal Foch et le train aménagé pour la délégation allemande qui arrive sur place le 8 novembre à 5h30 du matin.
Commence alors pour les Allemands ce que Matthias Erzberger décrira plus tard dans ses mémoires comme un « véritable calvaire ». À 10 heures, les plénipotentiaires allemands sont reçus par le maréchal Foch. L'ambiance est glaciale. Sans attendre, le maréchal interpelle les visiteurs. « Qu'est-ce qui amène ces messieurs ?» Erzberger lui demande quelles sont ses propositions. « Je ne suis autorisé à vous les faire connaître que si vous demandez un armistice. » « Demandez-vous un armistice ?» répond le maréchal. Les Allemands se concertent avant de répondre par l'affirmative, « Nous le demandons ». Un texte est alors distribué aux parlementaires allemands, avec un délai de 3 jours pour réfléchir. Durant les 3 jours, les Allemands n'ont en réalité que peu d'occasions de véritablement négocier. Ils doivent rapidement se plier aux conditions développées dans le texte qui leur a été soumis. Ce texte, qui fixe des conditions jugées humiliantes par les Allemands et également ailleurs, avait été établi en dernier lieu par Foch, au titre de commandant suprême des forces alliées, après un mois de positions divergentes de Wilson, Clemenceau, Orlando et Lloyd George. Pendant ce temps, la situation politique évolue en Allemagne. Le 9 novembre, le prince de Bade conseille au Kaiser d'abdiquer. Dans un premier temps, celui-ci refuse. Après avoir envisagé de prendre lui-même le commandement de l'armée, il est néanmoins contraint à l'abdication par ses généraux et part en exil aux Pays-Bas. Afin d'éviter une prise de pouvoir par les spartakistes, les socialistes modérés proclament la République et forment un gouvernement. Cet événement est un élément de pression supplémentaire vis-à-vis des délégués allemands réunis dans le wagon de rotonde. Le lendemain, le nouveau chef du gouvernement allemand, Friedrich Ebert, signe un pacte avec les dirigeants de son armée et implore son représentant à Rotonde de clore sans tarder les négociations. L'armistice. Le 11 novembre, à 2h15 du matin, Erzberger emmène une dernière fois la délégation allemande dans le wagon français. Pendant près de 3 heures, les Allemands négocient en essayant d'obtenir des atténuations sur chacun des 34 articles que compose le texte. Entre 5h12 et 5h20 du matin, l'armistice est signé avec une application sur le front fixé à 11h du matin, et ce pour une durée de 36 jours qui sera renouvelée 3 fois. Prolongation d'un mois dans le même wagon à trêve le 12 décembre 1918 puis reconduction le 16 janvier 1919 et le 16 février 1919 pour une durée illimitée. Merci d'avoir regardé notre série et à bientôt dans d'autres épisodes.